je pense que tu connais bien la place. Oui, c'est un endroit que c'est bon du déjeuner. OK. Tardif. Ouais. C'est bon pour les musiciens parce que... Jusqu'à 15 heures ou genre Ouais. OK, bon. Bonjour. Un café au lait dans une tasse. Une tasse, café au lait. Moi, je vais prendre une coupe de merlot que j'ai vu sur votre menu, s'il vous plaît, avec un verre d'eau. C'est un bon pour vous aussi? Oui, Merci. Je suis en compagnie de Bia Krieger qui a accepté de participer à notre émission. Bienvenue à l'émission Vision X. Merci de votre présence. Bia, lorsqu'on lit votre biographie, une chose qui saute aux yeux, c'est l'héritage idéologique que vos parents vous ont légué. On sait qu'à 3 ans, vos parents ont dû s'enfuir du Brésil en raison de répression politique. Quel est cet héritage idéologique que vos parents vous ont légué? C'était des gens très, loin d'être des radicaux maoïstes ou des trotskistes fous. C'était vraiment des démocrates. Enfin, c'était toute une mouvance à l'époque qui venait beaucoup de mouvements étudiants chrétiens et qui après a quitté un peu le côté chrétien parce que devenait un peu plus réaliste par rapport à ce qui se passait. C'était des gens qui avaient vu leur pays se transformer, enfin une démocratie balbutiante être prise en main par les gouvernements militaires, donc qui ont refusé de coopérer, mettons, avec cette nouvelle donne, qui avait une vision assez élargie du monde à l'époque et qui étaient libertaires, mais surtout démocrates, qui aspiraient à un pays où on élit nos représentants, où la presse est libre, où on peut exprimer ses idées, combattre des idées avec des idées. Et à l'époque, la réalité en Amérique latine, c'était que les intérêts de la guerre froide faisaient que l'Amérique latine était le terrain de jeu des États-Unis, comme pour la Russie, c'était tout l'Empire soviétique. Donc il n'était pas question pour eux, après Cuba, pour eux américains, je veux dire, qu'il y ait des socialistes, même à tendance modérée, qui soient en charge des pays d'Amérique latine, dont toutes les ressources minières, enfin toutes les matières premières étaient accaparées, disons, en tout cas envisagées par notre grand cousin du Nord. Bon, ma mère est architecte et mon père est journaliste et avocat. Ma mère et mon père ont commencé à militer politiquement, donc ils étaient jeunes professionnels, vingtaine, 25 ans, quelque chose comme ça. Mais beaucoup de choses restent... j'ai pas un frère ou une sœur du même âge, parce que j'ai mon frère et ma sœur. Mon père les a eus de son second mariage. Donc, ils sont arrivés, ils sont nés au Brésil, déjà en époque de paix, on peut dire. C'est un peu comme si on parlait de l'époque de résistance, pour parler avec l'histoire de France, et après l'après-guerre. Tu vois, c'est une réalité d'un enfant qui est pendant la guerre, donc qui doit apprendre la ruse, le mensonge, des faux noms. Moi, j'ai eu plusieurs fois des noms différents. Donc, moi, j'étais, pour répondre à ta question, seule de ma gang, pour ainsi dire. Même les enfants qui avaient un vécu similaire avec des parents similaires, on se croisait dans la vie, on se recroisait, parce qu'il y en a qui ont émigré après en France, d'autres en Algérie ou en Suède. En fait, c'est un univers très étrange parce qu'autour de toi, les gens ont un passé commun avec d'autres. Une enfance, ils se souviennent d'avoir joué ensemble au carré de sable, leurs parents sont amis. Moi, j'ai dû tous les 2 ans à peu près refaire table rase sur tous les gens que je connaissais, à part les gens de ma famille qui restaient au Brésil. J'ai eu la possibilité à un moment donné, quand j'étais jeune adulte, de faire un voyage et j'avais travaillé pour me le payer. Et certains de mes collègues allaient aux États-Unis, mais moi j'étais plus attirée par l'Europe, par les vieilles civilisations, ayant déjà vécu un petit peu en Europe dans mon enfance. J'étais vraiment attirée par le côté vieille culture, vieille civilisation, une certaine affinité avec ce côté-là. J'étais très avide. Bon, j'avais envie d'aller en France, en Angleterre. Finalement, j'ai fait un petit peu de tout ça et je me suis fixée en France plus tard. Okay. Et c'est en France, avec Pierre Barou, oui. À qui vous avez envoyé votre première plaquette, le premier démo. Ça, Comment ça s'est passé? Alors,
J'étais en train de faire ce que fait tout débutant. On a ses chansons, on a son répertoire, on joue dans les bars, on joue pour les anniversaires, pour les mariages, n'importe quoi. N'importe quoi. Genre, on est là ensemble, on sort la guitare, on veut montrer ce qu'on a. Et puis un jour, bon, j'ai eu l'opportunité de mettre un peu d'argent de côté, d'aller avec les musiciennes d'ailleurs avec qui je travaillais, aller en studio, faire une démo de 6-8 chansons. Et un ami commun qui connaissait Pierre Barou, m'a dit, écoute, je vais le voir, enfin, ou l'a appelé, il dit, je voudrais te montrer le travail d'une jeune brésilienne qui chante très bien en français aussi. Enfin, un côté que Pierre Barou avait en lui, qui était beaucoup le messager entre le Brésil et la France, il a toujours fait ça. La maquette est arrivée entre ses mains et donc tout de suite, il a voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. Il m'a proposé de signer un contrat de 3 disques, voilà. Où t'as appris le français? Je trouve que tu as une qualité de français impeccable. Ah, je suis très contente qu'on me fasse compliment sur mon français parce que je me suis donné du mal. Hein. Ah, sincèrement. Alors, en fait, j'ai commencé à apprendre le français à l'école. Langue seconde, portugais? Ouais, langue seconde, avec l'anglais en fait. On apprenait le français et l'anglais. Après, j'ai continué. Quand j'ai changé d'école et qu'il n'y avait plus de cours de français, j'ai commencé à aller à étudier à l'Alliance française. Mais en fait, le vrai changement, le vrai apprentissage s'est fait en France. Quand je suis allée vivre en France, j'ai commencé à chercher. J'aurais pu me débrouiller en parlant moins bien, mais moi, c'était un but à atteindre. C'était de parler le français très, très, très bien, de lire, d'écrire. Parce que l'écriture aussi, je savais que ça serait toujours un outil pour moi. Que je fasse de la musique ou de la littérature, que je fasse, parce qu'à un moment donné, je ne savais pas trop comment j'allais gagner ma vie. Est-ce que j'allais donner des cours? Est-ce que j'allais être... parce que c'est comme ça que je gagnais ma vie pendant que j'étais à l'université. Est-ce que j'allais être traductrice? Tu vois. Tout en ne sachant pas, je voulais que la langue, ce soit mon outil principal de communication et de, ça te demeure en et chanson? de financement. Tu traduis beaucoup, tu composes tes paroles. Comment est arrivé le Québec dans cette aventure? Alors, en cours de route, donc j'ai fait un premier album avec la maison de disques de Pierre Barou, Sarava. Et lui avait des liens, il était assez ami avec Monique Giroux, par exemple. Et donc, je pense qu'il lui a fait parvenir le disque, qui n'était pas sorti ici. Finalement, je ne sais pas par quel biais, j'ai eu une invitation pour les Francopholies de Montréal. C'était mon premier toucher d'antenne avec le Québec, en 98. Mon premier album venait de sortir, donc il y a 10 ans. Et je suis venue à Montréal, j'avais regardé le programme des Francopholies qui avait des têtes d'affiche avec des gros noms. Oui. Et puis, et là, à la fin, il y avait mon nom, qui en plus est petit, Bia. Mais j'étais tellement bien reçue. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup frappée. L'accueil que j'ai reçu pour les Francopholies de Montréal, et en général, était le même que si j'avais été la personne importante sur la grosse affiche. C'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, cette façon extrêmement cordiale et démocratique des Québécois, en tout cas dans le milieu dans lequel je navigue. Hein. Et donc, je connaissais Marie-Jo Thériault, qui est une amie, donc elle aussi, elle m'a un peu guidée à travers la ville, elle m'a un peu sortie, elle m'a un peu présenté des gens. Et